Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler du flocon de Cor, ou flocon de Von Cor, ou Von Koch, un peu comme on veut. Alors déjà, c'est un exercice qui s'inscrit pour ceux qui sont avec moi en cours dans le TD2 sur les suites, c'est l'exercice 29, ceux qui ne sont pas avec moi, ben voilà, ça parle du flocon de Von Cor, c'est quelque chose qui est un grand classique des maths, c'est votre première fractale, c'est quelque chose qui peut être un sujet de grand oral, même si c'est un peu classique, un peu bateau. Il y a moyen d'en parler joliment, donc voilà, pourquoi pas, si vous tombez dessus par hasard, je sais que ça peut être fait de manière peut-être bien plus élégante ailleurs dans d'autres vidéos, mais bon, voilà, moi ça m'intéresse de le faire aussi, avec ma façon de parler, tout ça, ça peut durer beaucoup de temps, il y a des digressions, voilà, il y a à boire et à manger dans ce que je vais vous raconter, ça peut être intéressant. Alors, dans cet exercice, il s'agit donc de constater qu'il y a un paradoxe au niveau de ce flocon de Van Cor, un paradoxe assez marrant qui est lié à la notion de limite qu'on voit en classe de terminale, c'est pour ça que normalement c'est à aborder à partir de la terminale, même si la construction peut être faite très tôt à l'école primaire, mais ce qui se passe quand n devient très grand, avec la notion de limite, là c'est vraiment un truc, un paradoxe qui est réservé aux élèves de terminale. Ok, allons-y avec ce flocon de Van Cor, et même on va commencer avec la courbe de Van Cor, et on verra comment on passe de la courbe au flocon, c'est pas très compliqué. Alors, j'ai dessiné en fait là les premières étapes et j'aimerais déjà reprendre le principe de construction, que ce soit très clair. On part d'un segment, voilà, ici c'est l'étape 0, j'ai déjà un segment voilà, de longueur quelconque, peu importe, même si dans l'exercice on prendra une longueur égale à 1. Et ce que je vais faire avec ce segment, c'est que je vais déjà le couper en 3. Voilà ma première étape pour passer à l'étape 1, en fait, première mini-étape, je vais couper ceci en 3. Alors pour couper en 3, déjà première digression, comment je fais pour couper en 3 je peux utiliser ma règle, un compas, je me dis, tiens, comment je fais avec un compas? En fait, il y a le théorème de Thalès qui est pas mal pour couper en 3 proprement. Alors, je le fais pas parce que là, ça a duré des heures. Mais voilà, pensez à cette chose. Tiens, le théorème de Thalès, comment je pourrais couper en 3 proprement mon segment? Ok, donc je le coupe en 3, voilà, en 3 segments égaux, voilà. Ok, tac, 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 c'est la même distance. Et puis, je vais effacer la partie du milieu, voilà, le segment du milieu, je l'efface, et à la place, eh bien, je vais construire un triangle équilatéral. Triangle équilatéral qui remonte vers le haut, voilà, et donc cette distance est la même que celle-ci, est la même que celle que je viens d'effacer. Et j'obtiens la première étape de la construction de la courbe de Van Cor. Là j'en étais à n égale 0, et là j'en suis à n égale 1. Ok. On l'appellera figure de Van Cor, courbe de Van Cor de rang n égale 1. Pour passer à la courbe n égale 2, qu'est-ce que je fais? En fait, je répète le processus, c'est-à-dire que chaque segment que je vais voir, je vais le couper en 3, effacer le segment du milieu et construire un petit triangle équilatéral. Je le fais ici, je le fais ici, je le fais ici, et je le fais ici. Alors bien évidemment, je le fais proprement, le plus proprement possible. Et là, j'en suis à n égale 2, j'ai la courbe de Van Cor de rang 2. Et puis, en fait, je vais continuer l'opération. Voilà. Je le fais là, je le fais là, je le fais là, puis au bout d'un moment, j'y vois plus rien. Voilà, puis il y a des gens... Enfin, des machines qui le font bien mieux que nous, c'est Python, ou alors, voilà, des logiciels de représentation graphique qui font des maths et de la représentation, ça marche très bien, et puis on obtient ce qu'on va appeler une fractale, et une fractale, alors définition rigoureuse, ou pas, c'est bien de rester assez simple quand on parle de fractale. Une fractale, en fait, c'est un objet mathématique, où quand je vais zoomer, et ceci en n'importe quel point, je vais voir le même motif que celui que je voyais au début. Imaginez, là, je me place en un point quelconque, quand j'ai fait ma courbe de Van Cor. Alors attention, je vais préciser, quand je fais en fait ces étapes jusqu'à l'infini. C'est ça le truc d'une fractale aussi. Eh bien, je zoome, je me mets en un point, je zoome, et qu'est-ce que je vois? Le même motif que celui que j'avais au début. Je vois le même dessin, incroyable. Et puis je me dis, attends, je vais prendre une loupe un peu plus grande, voilà, mais je vois encore la même chose. Je prends carrément un microscope, je revois le même motif. C'est ça une fractale. On peut parler de figures auto-similaires. On peut aussi penser à cette idée de poupée gigogne. Vous savez, ces poupées russes où quand vous ouvrez une poupée, vous avez la même en plus petit qui est en dessous, puis vous ouvrez encore, vous en avez encore une. La seule différence avec les poupées gigognes, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de poupée. Alors que là, ça ne s'arrête jamais. Je vous ai dit microscope, etc. Un microscope encore plus puissant, je verrai encore ce motif qui apparaît. C'est incroyable, ça s'appelle une fractale. Voilà. Il y a un lien aussi à faire pour ceux qui font de l'informatique, éventuellement avec les fonctions récursives, des fonctions qui font appel à elles-mêmes. Bref, tout ceci est lié autour d'une même sémantique d'avoir le même motif, auto-similaire. Ok, on revient à l'exercice. Et on va poser des choses pour aller le faire tranquillement. Regardez, on va déjà poser, on va poser deux suites, parce que ça se traite avec les suites, bien sûr, tout ça. Une première suite, Sn, alors qui est définie comment? Sn, ça va être le nombre de segments
que possède cette courbe de Van-Corr au rang n. Voilà. Et on va poser une deuxième suite qui s'appelle Ln, et Ln, ça va être la longueur de chaque segment. La longueur d'un segment, de chaque segment. Pareil, quand je regarde ma courbe de Van-Corr au rang n. Ok. Alors immédiatement, on se dit, bon bah ok, c'est de suite, ouais, Sn, peut-être les premières valeurs, regardez un peu comment ça se passe. Pour la suite Sn, S0, c'est donc le nombre de segments qu'il y a dans la figure de Van-Corr au rang 0, bah, j'ai un seul segment, donc j'ai envie de dire S0 égale 1. C'est ce qui est dans l'énoncé d'ailleurs, on vous le précise, hein. S0 égale 1. Ok. S1, c'est le nombre de segments que j'ai sur ma courbe de Van-Corr au rang 1, bah, j'en ai 1, 2, 3, 4. Oh, ok, 1, 2, 3, 4. Là, je vais les compter pour n égale 2. Je vais voir que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. J'en ai 16 en fait. Voilà, il faut les compter, il faut prendre son temps. Et l'idée, bah, ça va être de trouver une relation de récurrence entre Sn plus 1 et Sn. On vous demande de montrer que pour tout n, on a Sn plus 1 égale 4 Sn. Alors en fait, pour tout n, hein. Donc ça, c'est quand même assez évident. On pourrait, quand on est vraiment très scolaire, être tenté par un raisonnement par récurrence, parce qu'on voit qu'on a montré un truc pour tout n. Mais attention, ici, on voit qu'il y a une relation de récurrence à trouver, donc c'est quand même très rarement une récurrence qui vous permet de trouver une relation de récurrence. Même s'il y a des exceptions, rappelez-vous qu'on n'a montré qu'une suite est croissante, ah oui, il y a deux rangs différents et on peut le faire par récurrence. Mais là, ça va être plutôt voilà, l'énoncé à aller chercher, travailler sur une modélisation, comme quand on demande de montrer que dès le début d'un exercice où il y a une modélisation avec des suites, de montrer qu'il y a une relation entre UN plus 1 et UN, je sais pas, un truc qui chaque année diminue de 20% et augmente de 100 passagers, on a une relation de récurrence sans faire un raisonnement par récurrence. Ok, comment prouver ça? On va essayer de considérer donc une figure, une courbe de Van-Corr au rang n, on l'imagine, hein, voilà, elle peut être beaucoup plus compliquée que ça peut être au rang 150, au rang 2000, mais l'idée c'est de montrer que le nombre de segments au rang suivant, ça va être 4 fois le nombre de segments au rang courant. Ok. Alors pourquoi ça? Bon, tout simplement parce que regardez, dès qu'on a un segment, eh bien, on le coupe en 3, d'accord? On a un segment, on le coupe en 3, et on enlève celui du milieu, et on construit un triangle équilatéral. Donc finalement, dès qu'on a un segment, eh bien, au rang d'après, on en obtient 4. Voilà, on l'a coupé en 3, et celui du milieu, parce que du coup on en a 3, mais celui du milieu, en fait, on construit 2 segments. Donc finalement, on a 4 segments au rang suivant. Mais ceci pour chaque segment, c'est ça qui est important, c'est le mot chaque. Pour chaque segment, on va au rang suivant avoir 4 segments. Comme c'est pour chaque segment, il va falloir multiplier par 4 le nombre de segments de l'étape courante pour avoir le nombre de segments de l'étape suivante. Et c'est donc la raison pour laquelle on a cette relation de récurrence. C'est tout simplement de dire que à chaque étape, eh bien, on crée 4 segments là où il n'y avait qu'un seul segment. Sn plus 1 égale 4 Sn. Et ceci à chaque étape. Et pour chaque segment, nous, le pour tout n appartenant à grand n. Donc première question, finalement, pas forcément facile à rédiger, mais là on n'est pas dans le cadre de la rédaction, on est plutôt dans le cadre d'un exercice oral, etc. Donc on ne va pas s'embêter à tout détailler avec de longues phrases. On demande par contre, donc, juste après l'expression de Sn en fonction de n, et là, on doit reconnaître tout de suite l'expression récurrente d'une suite géométrique, de raison 4. Donc là, c'est très facile d'aller balancer la petite formule. Sn, c'est S0 fois Q puissance n, bien sûr, formule des suites géométriques. S0, on le connaît, c'est 1, et Q, on le connaît, c'est 4. On a donc 1 fois 4 puissance n, 4 puissance n. Sn, c'est 4 puissance n. Ok. Ça, c'était la question 1. En question 2, on demande, cette fois, de trouver l'expression explicite de Ln. Et on vous demande direct l'expression explicite. Alors là, on pourrait tenter aussi par un raisonnement par récurrence, mais on va d'abord passer finalement par la recherche de l'expression récurrente de la suite. L'expression récurrente de la suite Ln, ça veut dire que je veux obtenir Ln plus 1 en fonction de Ln. D'accord. Ça veut dire que je veux m'intéresser à la longueur d'un segment au rang suivant par rapport à celui du rang courant. Ok. La longueur. Donc on a dit là, quand on est à une étape n, on a un certain nombre de segments qui mesurent une certaine longueur, et d'ailleurs la longueur, ça va être
Ln, la longueur de chaque segment, hein, ça mesure Ln. Et à l'étape d'après, on a dit qu'on coupe en 3. Donc là, je me dis, bah déjà, en fait, ces deux petits segments-là, même ce troisième que je viens d'effacer, peut-être un peu prématurément, bah, il mesure finalement Ln divisé par 3, c'est-à-dire 1/3 de Ln. Mais là, on construit un triangle équilatéral, donc on a aussi la même distance. On a 4 petits segments qui mesurent tous la même distance, et cette distance, c'est le tiers du segment initial. Donc finalement, on a Ln plus 1, qui est la longueur de chaque nouveau petit segment obtenu au rang suivant, bah, qui est le tiers de la longueur de chaque segment au rang courant. Donc Ln plus 1, c'est 1/3 de Ln, parce qu'on a coupé en 3, et oui, on a construit ce triangle équilatéral, mais finalement, là, ici, les côtés ont la même longueur que ce segment que j'ai effacé. Ok ? On reconnaît là aussi une suite géométrique, ça c'est vrai pour tout n, bien sûr. Donc on va pouvoir utiliser la même formule, hein, qui est L0 fois Q puissance n, Q n'est pas la même chose, je pourrais l'appeler Q'. Voilà. Et ici, Q', bah, ça vaut 1/3. Donc finalement, ceci me donne... Ah oui, on n'a pas travaillé sur le L0, mais le L0 ici, c'est la longueur du segment au rang 0. Alors on pourrait prendre n'importe quelle longueur, on pourrait mettre A. Dans mon exercice, je mets 1. D'accord ? Donc ça va me donner 1 fois 1/3 puissance n, c'est-à-dire 1/3 puissance n. Attention à mes petites parenthèses. Voilà l'expression explicite de la suite Ln. 1/3 puissance n. Allez, je l'écris là. Ln, et c'était la question 2, c'est 1/3 puissance n. Ok, on y va vraiment tout doucement. Périmètre de la figure. Périmètre de la figure. Qu'est-ce que c'est que le périmètre de la figure au rang n ? Bien, en fait, c'est qu'il faut que je calcule la somme de toutes les longueurs de tous mes segments de ma figure au rang n. Alors, comment je vais calculer ça ? Eh bien, en fait, on m'a vraiment mâché le travail parce qu'on m'a fait parler de Sn et de Ln. Sn, c'est quoi ? C'est le nombre de segments, et Ln, c'est la longueur de chaque segment. Donc finalement, le périmètre de ma figure, Pn, bah, il faut que je multiplie les deux. Il faut que je compte le nombre de segments, je sais que j'en ai Sn, et que je multiplie par la longueur de chaque segment. Donc c'est Sn fois Ln. Donc ça me donne 4/3. Moi, je vais un peu vite. Ça me donne 4 puissance n fois 1/3 puissance n. Et en manipulant un petit peu les puissances, ça me donne 4 fois 1/3, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 4/3 puissance n. Et ça, c'est le périmètre de la courbe de corps. Très bien. Alors, la question d'après, c'est quoi ? C'est en déduire que le flocon de Van Corr a un périmètre infini. Là, je passe d'une figure de Van Corr, une courbe de Van Corr au rang n, à carrément tout le flocon. Alors, plusieurs étapes. Première étape, parlons déjà de la courbe de Van Corr dans sa globalité, c'est-à-dire plus au rang n, c'est-à-dire quand le mécanisme, je le fais une infinité de fois. Qu'est-ce que ça veut dire de le faire une infinité de fois ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, je vais faire tendre n vers plus l'infini. Donc, je fais le lien. En fait, finalement, cette fractale dans sa globalité, c'est avoir fait le petit découpage et la petite construction des triangles jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Je ne m'arrête jamais de le faire. D'accord ? Donc, c'est bien la notion limite qui est utilisée, bien sûr. Quand on me parle du périmètre tout entier de la courbe de Van Corr dans sa globalité, c'est que je dois m'intéresser à la limite de 4/3 puissance n, la limite de Pn en fait. Voilà ce que je vais chercher, en espérant qu'elle existe, cette limite. Alors c'est quoi la limite de Pn ? C'est la limite de ça, très basique, le cours de cette année. On reconnaît donc une suite géométrique. La raison Q, c'est 4/3. Je sais bien sûr que Q, 4/3 ici, c'est supérieur à 1, hein, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Bah, je sais que ça va tendre vers plus l'infini. Et oui. Voilà. Premier résultat, le périmètre de la courbe de Van Corr est infini. Périmètre, ça peut être gênant pour ceux qui se disent « Ouais, mais une courbe n'a pas de périmètre, c'est bizarre, quoi. C'est en fait la longueur totale. » Bah oui, parce qu'en fait, périmètre, c'est le périmètre du flocon. C'est là que je vais quand même parler du flocon de Van Corr. C'est quoi le flocon de Van Corr par rapport à la courbe de Van Corr ? Eh bien, c'est le fait non pas de partir d'un seul segment, mais en fait de partir de... Pardon, j'aurais dû le faire comme ça. De partir d'un triangle équilatéral. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 3 segments identiques. Et ce processus, en fait, je vais le faire sur chacun des 3 segments. C'est-à-dire que en fait, je vais aller construire un triangle équilatéral ici, un ici, un ici. En effet, là, ça va vraiment ressembler à un flocon. Voilà, d'où l'appellation flocon de Van Corr. D'accord ? Et nous, ce qu'on a fait, finalement,
dans l'exercice, c'est qu'on a travaillé sur un seul segment. Alors, on a travaillé par exemple sur celui-là. Voilà. Mais finalement, le flocon de vent de corps, c'est quoi? C'est en fait 3 fois la courbe de vent de corps. Donc en termes de périmètre, là ça a un sens. On se dit que le périmètre au sens du flocon et non pas juste de la courbe, ça va être 3 fois 4 tiers puissance n. Donc là, bien sûr, la limite c'est la même. Parce que si 4 tiers puissance n, ça tend vers plus l'infini, en fait, 3 fois 4 tiers puissance n, ça va aussi tendre vers plus l'infini. Donc ok, on a compris. Le flocon de vent de corps a un périmètre infini. Premier résultat, on dit bah ouais, c'est vrai, de toute façon, quand je fais le processus à l'infini, c'est peut-être assez logique que je trouve un périmètre infini. Bon, mais on va voir la contradiction avec la seconde partie. Parce que dans la seconde partie, on va s'intéresser à l'aire du flocon de vent de corps, et dans un premier temps, l'aire de la courbe de vent de corps. Enfin, l'aire située entre mon segment initial et la courbe de vent de corps. Ok. Et ce que je propose pour ça, eh bien, c'est de traiter ça. Je vais quand même, juste avant, écrire que Pn, ça tend vers plus l'infini. Ok. Et pour travailler sur l'aire, donc je vais faire pareil, je vais utiliser mes petits dessins ici. Je vous propose une méthode qui ne nécessite quasiment aucun calcul. Il y en a une autre qui est très calculatoire, mais celle-ci, voilà, je tenais à la faire de manière un peu géométrique pour éviter plein de calculs peut-être un peu fastidieux. Là, il y a une nouvelle suite à poser. C'est AN. Et AN, c'est donc l'aire d'un domaine qui est situé entre le segment initial et la courbe de rang n. Voilà. Bon. Alors cette aire AN, voilà, on vous demande d'abord de calculer A1. Alors ça, c'est voilà, peut-être le truc un peu calculatoire. On vous dit déjà que A0, l'aire elle vaut 0 en fait. Voilà. Au début, il n'y a pas d'air en fait. Ce qu'il y a entre le segment et la courbe en 0, il n'y a rien du tout qui dépasse. Donc en fait, c'est 0. Mais alors A1, A1 c'est quoi? En fait, A1, ça va être l'aire de ce triangle. Voilà. Et ce triangle, donc si je me rappelle bien, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Ok, d'accord, mais ce triangle, il est équilatéral. Donc on a besoin de sa base, peu importe quel côté on choisit. À la base, ça sera 1 tiers. D'accord? Donc base fois hauteur divisée par 2. Donc j'aurai du 1 tiers, que je vais multiplier par la hauteur, que je vais diviser par 2. Alors la hauteur, mince, ça se complique un peu, mais on va essayer d'être simple. Il y a plusieurs méthodes pour trouver cette hauteur. Là, comme c'est un triangle équilatéral, la hauteur, je sais que c'est aussi une médiane du triangle. Ça va couper ça au milieu. Donc là, j'ai le choix. Soit je vais travailler avec le théorème de Pythagore, okay, parce que là, j'ai 2 jolis triangles rectangles à l'intérieur de ce triangle équilatéral. Soit je vais faire un peu de trigonométrie basique, là, avec un angle qui mesure pi sur 3 ou 60 degrés. Je travaillerai avec mon sinus, et je vais obtenir le fait que, ici, eh bien, ma hauteur, ça fait racine de 3 sur 2 fois 1 tiers. Voilà, racine de 3 sur 2 qui correspond bien sûr au sinus de l'angle pi sur 3. Ok, donc voilà A1, voilà, c'est pas très beau, mais bon, ça se fait plutôt bien. Ça me fait racine de 3 sur 18, le tout divisé par 2, ça me fait racine de 3 sur 36. Un neuvième, un 18e, fois racine de 3 sur 18, le tout divisé par 2. Voilà mon A1, vous voyez que c'est pas très beau, et vous voyez qu'en fait, si je travaille sur AN de manière vraiment calculatoire, je vais avoir quand même des choses qui sont pas très belles. Alors, donc le simple raisonnement géométrique que je vous demandais de faire, c'est quoi? Ça, c'est la question 6. Eh bien, c'est le fait déjà de comprendre que la suite AN, elle est croissante. Alors, pourquoi la suite AN, elle est croissante? Qu'est-ce qui se passe dans la construction de mes petits triangles? Quand je suis à une certaine étape n, ok, eh bien, j'ai déjà dessiné des triangles, et à l'étape suivante, alors je peux partir d'un seul segment à la limite, voilà, j'aurais déjà dessiné des triangles, un seul segment comme ça, allez, un segment comme ça avec un triangle qui dépasse. À l'étape suivante, je vais aller couper chaque segment en 3 et construire un nouveau triangle équilatéral, mais à l'extérieur de la figure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont dépasser de la figure précédente. Donc finalement, je vais rajouter des petites aires, aussi petites soient-elles. Je vais aller rajouter un petit truc qui dépasse vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, mais en tout cas, mon aire, elle va augmenter. Je ne vais pas la faire diminuer. C'est juste ça le raisonnement.
C'est se dire que, ok, je vais rajouter des choses qui, quand je les calcule, c'est pénible, c'est hyper embêtant, mais concrètement, je vais ajouter des choses. Donc, l'aire du domaine situé entre le segment initial et la courbe au rang n plus 1 sera forcément strictement supérieur à l'aire située entre le segment initial et la figure au rang n. Voilà. J'ai un strictement, mais je ne m'en sers pas vraiment. Je vais mettre un supérieur ou égal, ça me suffit pour ensuite aller utiliser le théorème que j'ai envie d'utiliser. Ceci me prouve la croissance de la suite AN. Ok, AN est croissante, super, c'était la petite A. Vous me voyez venir pour la question B, on demande de montrer que AN est majoré, vous voyez ce que j'attends ensuite comme théorème. AN est majoré, pourquoi AN est majoré? Pareil, considération géométrique. Pourquoi AN serait majoré quand je vais aller tracer des petits triangles comme ça, qui sont tous de plus en plus petits? Bon, je vais faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que je vais aller dessiner n'importe quelle figure. En fait, je pourrais aller carrément dessiner un rectangle, ou bien un cercle, ou bien ce que vous voulez, en fait, mais quelque chose qui va être circonscrit à la figure initiale, par exemple à celle du rang 1. Voilà, je sais que je ne vais jamais dépasser en fait ce trait-là en haut, et je ne vais jamais dépasser ce trait-là à droite et ce trait-là à gauche, bien sûr. Elle est là, la majoration. Majoration est toute simple. Je me dis qu'en fait, quand je vais aller construire ces triangles-là, eh bien, regardez, ils sont de plus en plus petits. Ça ne pourra pas dépasser ceci. Alors, ça sert à rien d'aller chercher une démonstration calculatoire là-dessus. On travaille sur des segments qu'on coupe en 3, on a des nouvelles dimensions, on les ajoute. On voit bien qu'en fait, ça ne va jamais dépasser ce que je vous ai dessiné là. On pourrait même prendre plus grand, on pourrait même prendre un cercle, un demi-cercle. Pas de problème. AN est majoré. Alors là, bien sûr, on ne regarde même pas la question suivante, on se doute bien de ce qu'on va pouvoir obtenir comme conclusion. AN, c'est une suite croissante, c'est une suite majorée. Conclusion, d'après le théorème de convergence monotone, cette suite AN, elle converge. Eh oui, ça croît et c'est majoré, donc ça va converger vers un réel. Ce qui veut dire que la suite AN, elle converge. Et regardez, il y a donc un paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Ce paradoxe, c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs j'aurais pu d'abord passer au flocon, parce que pareil, là on n'a parlé que de l'aire qui est située entre mon segment initial et ma courbe ma courbe totale d'ailleurs, ma fractale totale. Mais si je considère le flocon et non pas juste le segment, même chose en fait, je ne vais jamais dépasser, donc ça sera majoré aussi, et puis ça sera bien sûr croissant, pour les mêmes raisons, que j'ajoute des petits trucs à chaque fois sur chacun des segments. Voilà, partout. C'est pas bien fait, mais vous avez compris l'idée. Donc même chose, croissante majorée, donc ce nouveau AN, quand je considère le segment, le flocon et pas juste la courbe de Van-Corp, eh bien ça va être convergent. Alors regardez ce flocon quand même, c'est assez incroyable parce que finalement son périmètre il est infini, mais son aire elle est finie. Voilà. Et bien ça c'est paradoxal. Voilà. Ça c'est paradoxal parce que on pourrait penser qu'une figure qui a un périmètre infini, c'est-à-dire qu'en fait il me faudrait une infinité de stylos pour pouvoir la dessiner, c'est un peu ça. Et bien pourtant il me suffit que d'un tout petit pot de peinture pour en peindre l'intérieur. Réfléchissez à ça, c'est pas mal. Comment on pourrait tourner ça? On pourrait se dire que, en fait, ce flocon de Van-Corp, eh bien, si j'avais besoin d'un feutre pour le dessiner, pour le colorier, eh bien, il me faudrait une cartouche infinie à l'intérieur de mon feutre pour pouvoir le dessiner proprement. Mais par contre, il me suffirait d'un tout petit pot de peinture acheté chez Leroy Merlin à 6 € pour pouvoir en colorier l'intérieur entièrement. C'est quand même assez bizarre, ça. Vraiment. Ouais. Vous devez être étonné par ça. C'est peut-être l'un de vos premiers paradoxes. Alors, les paradoxes en mathématiques, il y en a beaucoup qui sont liés. Finalement, ce qui permet le paradoxe, ici, c'est la notion d'infini. C'est un peu la même chose que le paradoxe d'Achille et la tortue, par exemple, et non de Zélé, tout ça. Quand il y a des paradoxes en maths, bien souvent, c'est lié à la notion d'infini, qui est un peu traître. Et là, vous voyez qu'on a parlé de limites, donc ça vient de là. Réfléchissez à cette idée un petit peu de contradiction.
Voilà, alors j'aimerais finir par le fait que des fractales, bah, ça c'est peut-être la plus célèbre, mais il y en a d'autres hein, qui ressemblent un petit peu. Il y a le tapis de Sierpinski, voilà, il y en a tout un tas. Donc ça peut être une petite idée d'ouverture, de parler éventuellement d'autres objets de type fractal. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'il y en a qui sont bien compliqués. J'aimerais peut-être finir par une petite blague de mathématicien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les fractales. Voilà, pareil, vous rechercherez un petit peu qu'est-ce qu'il a pu découvrir comme fractal. Il y en a qui ne sont pas trop compliqués. Hein, voilà. C'est un mathématicien français qui s'appelle Benoît B. Mandelbrot. Et donc pour finir sur cette petite blague, la question est, est-ce que vous savez ce que signifie le B ici, dans le nom Benoît B. Mandelbrot? Vous savez que voilà, il y a des noms parfois, comme ça se fait surtout aux États-Unis en fait, où on met un prénom, puis on met une initiale, et puis on met le nom de famille. Voilà, donc B, c'est peut-être Benoît Bernard Mandelbrot. Non, non, en fait, savez-vous ce que signifie le B dans Benoît B. Mandelbrot? Eh bien, le B dans Benoît B. Mandelbrot signifie Benoît B. Mandelbrot. Réfléchissez à ça.